Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi la version 20.04 de Windows 10, version qui s'appelle aussi 20H1, numéro technique c'est la 19041.207. Donc dans cette vidéo mon objectif c'est de vous partager l'essentiel des nouveautés qui arrivent avec cette version-ci. Alors je pourrais pas être exhaustif parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, donc je vous mettrai de toute façon en description quelques liens qui listent en gros les nouveautés qui arrivent sur cette version-ci. Je vais me focaliser sur l'essentiel et sur qu'est-ce qui est pour moi important dans cette version-ci de Windows 10. Pour vous mettre l'eau à la bouche dès le tout début de cette vidéo, des petites fonctionnalités comme ça que je vais vous présenter au cours de cette vidéo-ci. Par exemple, la possibilité depuis cette version de Windows 10 de supprimer certains composants additionnels que sont WordPad, le bloc-notes, Internet Explorer 11, Paint, donc des logiciels dont vous n'avez pas forcément besoin, qui sont là installés par défaut mais que vous souhaiteriez enlever. La possibilité aussi dans le gestionnaire des tâches de mieux monitorer votre carte graphique, voire même de voir la température de votre carte graphique, ce qui est plutôt sympa. Et ma petite fonctionnalité fétiche, WSL, donc les sous-systèmes Linux pour Windows, WSL qui a été mis à jour en version WSL 2, donc qui est beaucoup plus rapide avec de la virtualisation. WSL qui permet par exemple, pour donner un cas très concret, de vous connecter en SSH directement sur votre Raspberry Pi, donc de Linux à Linux, et donc de piloter votre Raspberry Pi, d'exécuter des commandes directement depuis votre machine Windows, de manière à ce que ce soit complètement transparent sans avoir besoin d'outils additionnels. Évidemment, dans cette vidéo, je vais être obligé de couvrir pas mal de fonctionnalités nouvelles de Windows 10, ça peut être un peu long, et parfois certaines sections ne vous intéresseront pas, donc vous retrouverez en bas de cette vidéo, pour les navigateurs qui le supportent, et évidemment les produits qui le supportent, ça marche peut-être pas sur portable, vous verrez directement le chapitrage, donc pour aller directement à la section qui vous intéresse le plus, ou passer un passage qui ne vous intéresse pas, et si jamais vous n'avez pas ce chapitrage fonctionnel, de toute façon, dans le sommaire de la vidéo, donc en cliquant sur le petit plus en bas, vous retrouverez les timecodes complets avec les sections. Vous avez juste à cliquer sur l'horodatage et vous allez directement dans la section correspondante. Je peux pas faire plus simple et ça demande un effort considérable. J'espère que en tout cas vous l'utilisez pour gagner un petit peu de temps quand vous regardez mes vidéos. Avant de commencer, donc un petit résumé de ce que c'est que cette version-ci de Windows 10, où on en est et tout ça. Donc je vous ai ouvert WinVer à côté pour aussi pouvoir comparer les versions. La version 20.04, donc c'est pour avril, donc c'est le 04 2020, c'est le 20. 20.04, c'est la 9e mise à jour de Windows 10 depuis sa sortie initiale en 2015. Une mise à jour qui est assez importante par rapport en tout cas à la précédente qui était plutôt légère, qui était plutôt du bug fix. Microsoft avait fait une petite pause suite à la quantité de mises à jour qu'il y avait eu et puis aux différentes instabilités qu'il y avait pu avoir par le passé. Celle-ci reprend à nouveau un bon rythme avec des belles mises à jour, des belles nouveautés dedans. Que je vais essayer d'ailleurs de vous présenter. Alors, dans un premier temps, comment on met à jour vers la version 20.04 ? Pour ça, il y a plusieurs options. Moi, je tourne la vidéo, donc on voit la date en bas à droite. Ici, j'ai commencé en tout cas à tourner cette vidéo le 19 avril 2020. À l'heure actuelle, au 19 avril 2020, cette 20.04 n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas l'installer comme ça, tel quel. Il faut être insider, il faut être en release preview. Mais quand vous le serez au moment où Windows annoncera en tout cas la sortie de cette version-ci, Windows Update devrait vous la proposer, donc à cet endroit-ci, vous aurez en dessous, je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous aurez en dessous ici une indication qui vous présente que la nouvelle version de Windows 10 est disponible. Et puis au bout d'un certain temps, elle s'installera toute seule. Si vous ne l'avez pas, pareil, vous ne vous inquiétez pas, ce sont des mises à jour qui sont phasées. Microsoft y va petit à petit pour éviter de casser tous les systèmes Windows du monde entier. Il commence d'abord par les systèmes qui sont les plus récents avec le moins de périphériques exotiques possible, et puis petit à petit il déploie sur tous les PC, et ça permet aussi de répartir la charge, que ce soit sur les serveurs pour télécharger, mais aussi sur leur équipe support en cas de souci. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas cette version-là, attendez un petit peu, ou éventuellement vous pouvez aussi aller directement sur cette page-ci de chez Microsoft. Donc déjà si la mise à jour 20.04 est disponible, donc vous aurez ici sûrement mai 2020 qui s'affichera, qui vous confirmera que cette version-là est disponible. Quand vous cliquez sur mettre à jour maintenant, ici c'est Windows, c'est Update Assistant, je crois que ça s'appelle, en tout cas c'est l'outil qui permet de vérifier si votre machine est prête à faire la mise à jour et tout ça. Et en dessous ici vous voyez les possibilités pour télécharger l'outil pour créer un support, alors soit un support USB automatique, soit aller directement télécharger les fichiers ISO ici, vous créez votre propre support qui vous permettra d'installer Windows 10 sur plusieurs machines. À partir du moment où vous avez plus d'une machine, ça peut être très intéressant de se créer un petit support. Voilà, donc ça c'est pour la mise à jour de Windows 10.
Dans mon cas de figure à moi, donc je suis sur un Ryzen 7 2700X, 32 Go et avec un SSD. La mise à jour a pris environ 45 minutes. À peu près, j'ai pas lancé un chronomètre, mais pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 3 redémarrages. C'est un petit peu long, mais la mise à jour par contre s'est déroulée sans aucun souci, ma machine était parfaitement fonctionnelle après le redémarrage. Donc pour récapituler, c'est normal si vous ne voyez pas la version de Windows 10 qui apparaît. Moi je suis insider, c'est-à-dire que j'ai accès à la release preview. Sur ma tablette, mon Dell Inspiron, j'ai accès en plus, je suis en slow ring, donc j'ai accès en plus aux fonctionnalités avant encore leur sortie officielle. N'importe qui peut être Windows Insider, il suffit de vous enregistrer si c'est ce que vous souhaitez, mais si vous le faites, faites attention, vous allez accéder à des programmes qui sont un peu moins stables que les versions poussées, forcément pour le grand public, qui sont plus stables en général, même si on n'est jamais à l'abri de bugs, même à grande échelle. Voilà, ceci étant dit, on va attaquer tout de suite la présentation des fonctionnalités de cette nouvelle version de Windows 10 20.04. C'est l'ordre dans lequel je présente les fonctionnalités, leur groupage, etc. est un choix personnel. Si vous regardez d'autres sites internet ou d'autres vidéos, vous aurez d'autres contenus. Moi, c'est celui que j'ai choisi de mettre en avant parce que c'est ce que je trouve intéressant dans cette version de Windows 10. Et d'ailleurs, je trouve un petit peu dommage que Microsoft perde l'habitude de nommer ces mises à jour, puisque du coup, ils perdent le focus sur une thématique. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, les Creators Update, les choses comme ça, je trouvais ça intéressant, parce que ça mettait le focus vraiment sur des sujets précis, même s'il y avait d'autres choses qui arrivaient dans une release donnée, eh bien, il y avait quand même une thématique générale. Allez, on commence tout de suite, et la première fonctionnalité que j'ai décidé de vous présenter, c'est WSL2. Alors, étrangement, WSL2, c'est la fonctionnalité qui va parler au moins de gens, probablement, qui regardent cette chaîne, puisque c'est pas une fonctionnalité grand public, c'est plutôt power user, c'est plutôt à destination des développeurs, mais je vais vous montrer qu'avec WSL2 on peut faire des choses intéressantes. Alors dans cette vidéo-ci, je ne vais pas présenter dans le détail WSL2, comment ça s'installe, comment ça s'utilise, parce que je vais en faire une vidéo dédiée. C'est trop pointu, c'est trop compliqué, WSL et WSL2, pour pouvoir vous le présenter dans le détail. Pour pouvoir déjà l'avoir, il va falloir aller dans les applications, applications et fonctionnalités, et malheureusement il faut aller dans la partie historique de Windows 10. Alors ça, c'est toujours les problèmes de cohérence, hein. Microsoft n'a pas fini de tout migrer, donc il reste encore cette partie-ci, panneau de configuration, programme et fonctionnalités. Il faut aller dans les fonctionnalités de Windows 10, et il y a deux choses qu'il faut activer dans ce panneau-là. Il vous faut au minimum installer le composant additionnel de Windows 10, la fonctionnalité additionnelle, qui est le sous-système Windows pour Linux. Ça vous offre WSL première génération, celui qui existe déjà depuis pas mal de versions de Windows 10. Pour avoir en plus WSL2, il va vous falloir mettre la plateforme d'ordinateur virtuel, donc il faudra cocher ça en plus. Éventuellement, il y a d'autres petites choses à faire, ça je vous le montrerai de toute façon dans ma vidéo en tout cas qui parlera de WSL2, donc pour le moment on se focalise pas là-dessus. Les différences majeures entre WSL1 et WSL2, c'est que WSL2 est basé sur une technologie de virtualisation, donc avec Hyper-V et tout ça, donc il faut aussi que votre machine le supporte, et ça vous apporte via des disques virtuels et des choses de ce type-là, des performances largement supérieures. Ce sont des distributions Linux, des noyaux Linux pour WSL2, qui tournent directement sous Windows. On peut les trouver ici en tapant Linux Subsystem, je crois, ou WSL. En tout cas, normalement, vous avez une page qui référencie tout ça. Voilà, je vous la mets là. Donc ici, vous avez les distributions qui sont disponibles. Donc vous avez par exemple Ubuntu, vous avez Debian, et vous pouvez même dans WSL2 créer la vôtre si vous le voulez. Vous voyez, vous avez du SUSE, du Fedora. Vraiment, vous avez des choix divers et variés. Et une fois que vous en avez choisi une, moi j'ai de l'Ubuntu, vous avez donc accès ici à un bash Ubuntu, donc au système Linux Ubuntu. Alors pour voir la liste des systèmes qui sont installés, vous allez dans l'invite de commande ou dans PowerShell, vous avez l'exécutable WSL qui pilote, qui permet de mettre à jour et de piloter vos sous-systèmes Linux. Vous pouvez les lister et voir leur version, et moi vous voyez ici que j'ai une Ubuntu qui tourne et je suis en version 1, et donc dans ma future vidéo je vous montrerai comment passer en version 2 et les différences entre ces deux versions. Vous pouvez taper des commandes Linux pour par exemple lister les programmes que vous pouvez avoir localement sur votre machine. Vous avez également accès aux exécutables qui sont des exécutables Linux. Ici vous aviez un top pour voir l'utilisation CPU, et puis vous avez ifconfig pour voir le réseau, la configuration réseau et tout ça.
Voilà en gros ce que ça vous permet de faire, mais pour un utilisateur du quotidien, vous voyez que c'est pas forcément quelque chose dont vous avez besoin, un développeur va s'y retrouver. Cependant, pour de la domotique, ça peut être super intéressant. Ici, par exemple, on est sur mon Raspberry Pi qui tourne sous Linux. C'est un Raspbian, donc un Linux type Debian. Vous voyez qu'en une commande, je peux me connecter directement sur ma machine Raspberry et avoir accès ici à mon JDOM qui tourne sous Linux. Donc vous voyez que c'est extrêmement pratique puisque je suis quasiment nativement capable de faire des choses, puisque je suis de Linux à Linux, je peux faire du SCP, je peux faire des trucs comme ça, donc copier des fichiers à distance. Et en plus ici j'ai VS Code qui est l'éditeur IDE pour développer tout ça de Microsoft, qui est open source, et lui-même est intégré avec WSL, et donc je peux à distance me connecter par exemple sur un Raspberry Pi où tourne JDOM, où tourne Home Assistant, modifier des fichiers à la volée et tout ça, comme s'ils étaient localement stockés sur ma machine. C'est ultra pratique, ultra sympa. En plus, vous voyez ici la notion de container. WSL2 fait très très bien tourner Docker. WSL1 le faisait tourner, mais un petit peu moins bien pour l'avoir utilisé. Donc c'est vraiment plein de possibilités qui vous sont offertes pour justement utiliser des systèmes de ce type-là. Peut-être essayer des logiciels Linux même sur votre machine Windows. Ça peut être super intéressant. Donc voilà en gros WSL. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous ferai de toute façon une vidéo là-dessus pour vous expliquer en quoi ça consiste. Pour moi, c'est la mise à jour importante de cette version-ci de Windows 10. Il y a plein d'autres choses qui sont super intéressantes, mais étant donné que j'ai choisi de mettre la priorité, moi je choisis ça parce que c'est vraiment ce que j'attendais avec énormément d'impatience. Alors le deuxième pan de mise à jour de Windows 10, c'est tout ce qui concerne le verrouillage et la sécurisation. Ils ont fait énormément de travail là-dessus, enfin beaucoup de travail là-dessus. L'une d'elles, c'est dans les options de connexion. Donc, les options de connexion ici vous permettent de vous connecter toujours à l'historique avec un mot de passe, donc un mot de passe avec un compte local à la machine, ou un mot de passe compte Microsoft. Et dans le cas où vous avez un compte Microsoft, donc du coup, vous pouvez synchroniser votre compte Windows que vous avez sur votre machine locale avec toutes vos machines Microsoft Windows. Donc ça c'est super pratique, le problème c'est que si vous utilisez le mot de passe Microsoft, c'est pas très sécurisant. Microsoft a résolu le problème il y a longtemps avec Windows Hello. Windows Hello, je vous en ai fait une vidéo dédiée également, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse cette vidéo aussi. La vidéo en question, je vous explique comment sécuriser votre machine avec Windows Hello. Windows Hello inclut le support des empreintes digitales et le support des caméras qui vous permet, par la reconnaissance de visage, de vous identifier, ce qui permet de ne plus avoir du tout à taper de mot de passe. C'est beaucoup plus pratique au quotidien, beaucoup plus sécurisant. La solution de repli de Windows Hello, c'est donc un code PIN. Le code PIN, vous pouvez le mettre de très peu sécurisé, du genre par exemple un code à 5 chiffres, jusqu'à très sécurisé, même plus sécurisé qu'un mot de passe si vous le souhaitez, mais il est spécifique à la partie Windows Hello, et donc si jamais vous veniez à vous le faire piquer, c'est moins grave que se faire piquer son mot de passe de compte Microsoft. Et donc, pour augmenter la sécurité de tout ça, Microsoft a rendu possible l'utilisation exclusive de Windows Hello pour se connecter à sa machine Windows 10 via ce menu-là. Donc si je verrouille ma machine et que je fais en sorte que Windows Hello ne me reconnaisse pas, voilà, donc là je suis obligé de me cacher le visage pour pas que la machine me reconnaisse, et donc si j'appuie ici pour me connecter, vous voyez ici dans les options de connexion que j'ai la reconnaissance de visage. Alors j'aurais eu aussi la reconnaissance d'empreinte digitale si j'avais, comme sur mon ordinateur portable, le lecteur d'empreintes. J'ai le mot de passe du compte Microsoft et j'ai le code confidentiel. Si j'active ici la fonctionnalité exclusive de connexion avec Windows Hello et que je verrouille ma machine, vous allez voir que l'histoire est tout autre, puisque maintenant dans les options de connexion, je n'ai plus que le visage et le code PIN. Alors malheureusement, elle a quand même réussi à me reconnaître, ma machine, malgré le fait que je cache mon visage, mais vous avez pu voir qu'il n'y a plus le mot de passe, et donc ça c'est plutôt intéressant, ça sécurise un peu plus votre machine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup vous avez aussi la capacité de vous connecter avec votre code PIN Windows Hello, même quand vous êtes en mode récupération. Alors le mode récupération, c'est soit quand vous faites F8 au démarrage de la machine, soit quand vous faites ici récupération, et que vous faites démarrage avancé ici, puis que vous redémarrez en mode récupération, donc soit avec le mode Windows de base, en fait, c'est-à-dire sans chargement de driver, même parfois sans support du réseau. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est plutôt sécurisant. Et enfin, la dernière chose qui a été mise à jour et qui peut être sympa au niveau de la sécurisation, c'est quand vous êtes sur cet écran-là, vous pouvez faire Windows, CTRL, Maj et L. Alors ce raccourci-là, vous ne le trouverez jamais tout seul.
Vous voyez, c'est marqué l'enregistrement a commencé, et puis ensuite nous vous remercions pour vos commentaires avec un numéro. Donc en gros, vous faites ce raccourci-là, vous commencez à essayer de vous connecter, ça marche pas et des choses comme ça. Vous pouvez donc du coup faire cet enregistrement-là pour montrer que ça marche pas, et puis envoyer ce code que vous avez eu directement à Microsoft. Microsoft pourra ensuite exploiter ce résultat, et puis vous aider, vous assister pour faire marcher correctement le déverrouillage de votre machine. Toujours dans le domaine du redémarrage, du login et tout ça, une autre chose qui est assez intéressante qui a été mise en place, c'est ici, ce menu redémarrer des applications. Si vous choisissez ici de redémarrer les applications après redémarrage à votre connexion, les applications qui ont été démarrées, alors ici par exemple je vous montre le gestionnaire des tâches, et bien le gestionnaire des tâches sera rouvert et remis dans l'état où il était au moment où vous avez éteint votre machine. Ça peut être super pratique quand vous redémarrez, je sais pas, vous avez un driver à mettre à jour, quelque chose comme ça. Du coup, vous n'avez pas besoin de vous soucier d'éteindre les applications, vous faites juste redémarrer, et toutes les applications qu'ils supportent seront remises à l'emplacement et à la place où elles étaient. Ça couvre aussi les bureaux virtuels. Les bureaux virtuels, c'est ce qu'on a avec Windows Tab, on y reviendra après. Mais les bureaux virtuels qui sont ici sont aussi maintenant sauvegardés après le redémarrage. Bizarrement, c'était pas le cas avant. Maintenant, ils sont à nouveau... ils sont sauvés, et donc vous les récupérerez après le redémarrage, ce qui est plutôt sympa. Voilà ce qui concerne toute la partie démarrage, verrouillage et tout ça. On va regarder maintenant la partie recherche, puisqu'il y a eu des améliorations de ce côté-là. Alors, la partie recherche ici a été améliorée. L'une d'elles déjà, c'est si jamais vous tapez le nom d'une application mal orthographiée. Par exemple, ici je cherche l'application Word, mais je sais pas comment ça s'écrit, Word en anglais. Vous verrez que Windows 10 maintenant trouve quand même l'application parce que elle est suffisamment proche pour être identifiée. Donc vous voyez par exemple si vous savez pas comment s'écrit Excel ou si vous savez pas comment s'appelle PowerPoint, et alors faut quand même pas faire trop de fautes, mais Windows 10 arrive quand même à s'en sortir. D'ailleurs au passage, je le redis, mais dans les anciennes versions de Windows 10 a été ajouté ici ce menu latéral qui permet d'avoir pas mal d'actions intéressantes sur l'application qui a été identifiée, l'ouvrir évidemment, mais aussi ouvrir l'emplacement où se trouve le lanceur de l'application, l'attacher ou la détacher du menu démarrer, de la barre des tâches et désinstaller l'application. Toujours concernant les recherches, vous avez tout en bas ici des recherches rapides, donc par exemple la météo. On voit ici le préfixe web qui veut dire recherche web, c'est exactement la même chose que ce que vous avez là. Et vous avez aussi d'autres types de recherches. Donc vous voyez ici les actualités, les films et les quiz Bing. Si vous êtes comme moi membre du programme Microsoft Rewards, du coup ça peut être sympa d'avoir ces raccourcis-là. Par contre, le gros souci que je vois avec tout ça, c'est que, je ne sais pas pour quelle raison, mais quand vous faites une recherche web, mon navigateur par défaut c'est Chrome, et malgré tout, même si je l'ai configuré ce navigateur pour dire c'est Chrome, Windows 10 continue à m'ouvrir Edge. Or, je ne veux pas de Edge comme navigateur principal, je veux pas m'éparpiller dans plusieurs navigateurs, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas possible d'utiliser son navigateur préféré pour ouvrir par exemple la météo. Alors autant qu'on me mette sur le moteur Bing, ça me dérange pas, autant qu'on m'ouvre pas mon navigateur, ça me pose vraiment problème. Autre chose concernant la recherche, donc la recherche elle est accessible ici, donc si vous faites Search, vous avez les paramètres de Windows Search, qui est le moteur d'indexation de Windows 10. Donc toujours comme avant, vous pouvez le régler, classique, avancé, tout ça. Mais dans la partie exclusion, vous allez voir des nouveautés. En particulier, vous avez ici tous les dossiers qui s'appellent .nugget, .git, .svn. Donc tous les espaces qui sont spécifiques aux développeurs, qui contiennent énormément de petits fichiers qui n'ont pas vraiment d'intérêt d'être indexés. Ceux-là sont tous par défaut maintenant exclus. Vous pouvez aussi ajouter évidemment vos propres exclusions. Les performances de l'indexeur ont été aussi revues. Donc vous voyez ici que vous pouvez demander à l'indexeur de respecter les paramètres d'alimentation de l'appareil. Donc si vous êtes en veille ou si vous êtes en mode jeu, si vous avez par exemple, si vous êtes sur batterie, votre indexeur maintenant va prendre en compte tout ça et arrêter d'indexer pour économiser les ressources et aussi la batterie. Alors donc ça a été intensifié de manière à ce que vraiment ce soit le moins consommateur en fait de ressources pour votre machine, mais que ça continue à indexer le maximum de fichiers possible au quotidien pour vous aider à trouver vos dossiers, vos documents, vos fichiers. L'autre nouveauté qui est intéressante, c'est la mise à jour des bureaux virtuels. Donc vous pouvez ouvrir avec Windows Tab la liste des applications en cours et vous voyez la liste de vos bureaux virtuels. Donc ici vous voyez que vous pouvez ouvrir de nouveaux bureaux. Ici vous pouvez maintenant renommer les bureaux. Donc vous pouvez appeler le premier mon bureau, vous pouvez appeler le deuxième
travail par exemple, ce qui vous permet d'avoir des bureaux nommés, et ces bureaux vont en plus être persistants, c'est-à-dire que après le redémarrage de votre machine, vous les récupérez, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça peut être plutôt pratique. Évidemment, vous pouvez aussi faire un clic droit et faire renommer, ça renvoie vers exactement le même menu. Et ensuite, donc vous pouvez naviguer entre les bureaux, c'est Windows Control et les flèches. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà montré dans mes différentes vidéos de trucs et astuces. Et donc vous pouvez très facilement avec ce menu Windows Tab, vous prenez une fenêtre, vous la mettez par exemple dans votre autre bureau, et donc assez facilement, vous voyez que vous pouvez changer de bureau et avoir des bureaux spécialisés. Donc un bureau par exemple pour votre utilisation du quotidien, un bureau pour travailler, un bureau pour vous détendre. Tous des bureaux qui permettent de séparer le travail, et donc évidemment des bureaux qui sont maintenant persistants et nommables, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis quand vous en avez assez de vos bureaux, vous pouvez les fermer, ils reviennent tous se mettre dans le bureau par défaut, et donc vous récupérez vos applications tout à un seul endroit. Cortana a également été mise à jour, alors Cortana est disponible ici sur ma machine, mais vous allez voir ce qui se passe. Actuellement, donc sur ma version 20.04, Cortana n'est plus disponible en français, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai essayé de réinitialiser l'application, donc je suis allé dans paramètres ici, et je suis allé dans application ici, j'ai cherché Cortana ici, et je l'ai réinitialisé dans les options avancées. Ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Donc vous voyez ici que l'application est réinitialisée, et quand je l'ouvre, ça ne marche pas. Donc c'est un peu triste, du coup je peux pas vous montrer quelles sont les nouveautés de Cortana, mais déjà ce que je peux vous montrer c'est que Cortana est une fenêtre maintenant, et c'est plus intégré dans le menu démarrer de Windows 10, d'ailleurs les process avaient été séparés dans la version précédente de Windows 10. C'est aussi une application à part entière, donc elle est maintenant dans le Windows Store. On va voir que c'est vrai aussi pour pas mal d'applications, donc quand vous cherchez Cortana ici, et bien normalement vous l'avez dans la liste des modules. Du coup ça se voit aussi quand vous faites ici téléchargement et mise à jour, vous verrez que vous avez Cortana qui est là. Donc Cortana est bien une application de Windows 10, ce qui veut dire que la mise à jour va être indépendante des versions de Windows 10, donc vous aurez des nouveautés qui arriveront en temps réel, pas besoin d'attendre entre deux versions de Windows 10. Et le fait que c'est une application, évidemment ça sous-entend que du coup vous n'avez plus ici le menu Cortana. Vous aviez avant ici un menu Cortana avec le petit logo rond là, de Cortana. Il n'y est plus puisque Cortana n'est plus un composant direct de Windows 10. Voilà, maintenant je peux pas vous en montrer plus, c'est triste. Moi j'aime beaucoup Cortana, c'est un de mes assistants préférés en termes de personnalité, en termes d'expression vocale. Bon malheureusement, bah voilà, il n'y a plus Cortana pour l'instant en français. Donc je vous le montrerai quand ce sera revenu, puisque je l'utilise assez régulièrement. Pour le moment en tout cas, c'est fini, il faudra que j'attende qu'ils le mettent à jour. L'autre chose qui a été mise à jour, c'est le gestionnaire des tâches qui s'obtient en faisant CTRL-SHIFT-MAJ, c'est-à-dire échappe, donc CTRL-SHIFT-échappe. Ici, je vous l'ai mis dans la version de base, puisque c'est ce que vous devriez obtenir. Pour que ce soit intéressant, vous cliquez en bas ici sur plus de détails, et vous obtiendrez donc le gestionnaire des tâches tel qu'il existe maintenant. Ce qui est super intéressant, c'est la partie performance qui a été mise à jour. Alors déjà, le petit truc qui a été mis à jour ici, c'est que vous voyez le type de disque qui est identifié. Donc ici, j'ai mon disque système qui est un SSD, et puis j'ai mon disque, mes disques de stockage. On voit ici, ce sont des disques à plateau, des disques prévus pour le stockage qui sont des HDD, Hard Disk Drive, Solid State Drive. Donc maintenant, Windows 10 est capable d'identifier le type de disque, et puis surtout, de vous le notifier. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous voyez ici, j'ai mon GPU. Donc ma carte graphique, c'est une Nvidia RTX 2060. Vous voyez maintenant qu'elle est très détaillée en termes d'utilisation des ressources, donc on sait exactement ce qu'elle fait, et en plus vous avez la température du processeur graphique. À partir du moment où vous avez une carte graphique dédiée, parce que sur ma tablette j'ai une carte graphique, un APU en fait, donc une carte graphique intégrée dans le CPU, là vous n'aurez pas la température, et puis il faut aussi qu'elle soit Windows Driver Model 2.0, je crois, quelque chose comme ça, pour avoir la température. La température, on voit, elle s'affiche aussi ici. Par contre, moi je me dis tout de suite en voyant ça, je me dis Microsoft va pas au bout des choses, pourquoi j'ai pas la température de mon processeur? Je me serais attendu, comme j'ai la température de ma carte graphique, à avoir la température du processeur, ça aurait été quand même super pratique, super intéressant d'avoir aussi la température du processeur. Au niveau de l'explorateur de fichiers, toujours rien de bien neuf, toujours pas les onglets dont je vous avais parlé dans une version précédente de Windows 10 en vous disant il travaille là-dessus, c'est toujours pas à l'ordre du jour. La seule nouveauté importante qu'il y a dans l'explorateur de fichiers, c'est le support des fichiers images en extension HEIC.
Vous pouvez les ouvrir dans un éditeur d'images, vous pouvez les assigner en tant que fond d'écran. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous trouverez de neuf dans cette section-là. Dans les paramètres, il y a encore des petits trucs qui sont sympas. Si vous allez voir dans les périphériques et souris, vous voyez ici que vous pouvez changer la vitesse du curseur directement maintenant depuis le menu, les nouveaux menus en fait de paramètres Windows 10. Et si vous allez dans la partie accessibilité me semble-t-il, donc option d'ergonomie, vous voyez que ici vous avez le menu qui a été découpé en deux, donc vous avez à la fois le réglage du pointeur de souris, donc vous pouvez le régler, le mettre à votre goût, avec des petites couleurs ou des choses comme ça qui vous sont plus personnelles, et ici vous avez la possibilité de changer l'indicateur de texte. Donc si vous survolez un texte, donc si vous saisissez du texte, vous pouvez le rendre un petit peu plus visible, ce petit indicateur. Vous voyez qu'il a été customisé. Ça peut être sympa, vous pouvez changer sa couleur. À vous de choisir en fait ce qui est le plus visible pour vous. Et puis sa taille aussi, si jamais vous avez des problèmes de vision ou si vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez rendre ça beaucoup plus lisible, beaucoup plus visible. Évidemment, par défaut, c'est désactivé pour éviter de vous perturber. Et toujours dans les options, il y a un truc, vraiment, vous allez trouver ça génial, et je sais pas pourquoi ils le généralisent pas encore plus, c'est dans les applications et fonctionnalités, ici, vous avez la possibilité de sélectionner et désélectionner des fonctionnalités facultatives. Au moment de réaliser le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire que, déjà, dans un premier temps, ils ont rajouté une fonctionnalité de recherche, donc si vous cherchez quelque chose comme le lecteur Windows Media Player, vous pouvez chercher comme ça avec une recherche texte. Vous pouvez aussi trier, si nécessaire, par taille et par date d'installation. Quand vous ajoutez des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez aussi ici, donc déjà regarder quelles sont les fonctionnalités. Toujours vous avez un champ de recherche qui est plutôt pratique pour trouver ce que vous cherchez. Vous pouvez faire des sélections multiples si vous avez besoin d'installer plusieurs fonctionnalités de Windows 10. Ça aussi c'est pas mal pratique. Et vous pouvez évidemment voir la liste des historiques d'installation ou de désinstallation de produits que vous avez réalisés, donc de fonctionnalités additionnelles installées. Et qu'est-ce qu'il y a dans les fonctionnalités facultatives? Vous avez maintenant le bloc-notes. Vous pouvez, oui, vous pouvez désinstaller le bloc-notes. Vous pouvez désinstaller Microsoft Paint. Microsoft Paint qui est quand même un composant historique de Windows 10 et donc de Windows, puisque c'est une des plus anciennes applications Windows. Vous pouvez la désinstaller, ce que je vais m'empresser de faire. Vous pouvez désinstaller Internet Explorer 11. Alors, je pense que ici c'est vraiment la version, c'est juste le raccourci Internet Explorer 11, mais vous pouvez le supprimer une bonne fois pour toutes et vous passer de ce navigateur Internet qui a fait son temps et qui ne devrait plus être installé par défaut sur des machines Windows 10, si ce n'est pour compatibilité, et donc dans ce cas-là de demander manuellement l'action de l'utilisateur. Vous pouvez désinstaller WordPad. Vous voyez, je le fais, parce que moi, c'est des choses dont je n'ai pas besoin et que je ne veux pas garder. Et puis, vous avez un tas d'autres petits trucs que vous pouvez enlever. Windows Media Player, si ça vous intéresse pas. Toute la partie client OpenSSH, si vous utilisez plutôt Bash. Tous ces petits trucs-là, vous pouvez les supprimer si ça vous intéresse. Ça vous fait pas gagner beaucoup de place, mais ça vous enlève des menus. Vous voyez, maintenant, quand je tape Paint, du coup, j'ai directement accès à Paint 3D et Paint.net. Et du coup, il me proposera plus Paint que je n'utilise pas et qui se mettait toujours au-dessus en fait quand je cherchais Paint.net. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté super intéressante si vous avez l'habitude de Windows 10 et que vous regrettiez depuis un petit moment d'avoir des fonctionnalités qui étaient imposées et que vous ne pouviez pas retirer. Et l'objectif de Microsoft c'est vraiment d'aller dans ce sens-là, donc pour les gens qui seraient médisants, ils le font parce qu'ils ont vraiment envie de rendre leur système d'exploitation plus modulaire, à la fois ici sur les fonctionnalités facultatives, mais aussi vers le Windows Store, puisque dans le Windows Store maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici dans les fonctionnalités de Windows 10? Vous avez Cortana, vous avez la calculatrice Windows 10, vous avez donc votre téléphone qui est l'application qui permet de se synchroniser avec votre téléphone. Donc les applications Windows 10 deviennent de plus en plus des applications externalisées à Windows 10, de manière à ce que Microsoft puisse rapidement corriger les bugs, rapidement corriger ou ajouter même des nouvelles fonctionnalités en dehors du cycle de vie de Windows 10, puisque c'est une application, c'est pas un module de Windows 10, donc c'est normal en fait qu'elle soit mise à jour plus régulièrement que Windows 10. Voilà en ce qui concerne les fonctionnalités additionnelles, les petits composants de Windows 10, vraiment pas mal, c'est assez intéressant en fait de rendre cette architecture Windows 10 plus modulaire en focalisant Windows 10 sur ce qu'il est, c'est-à-dire un système d'exploitation et pas un ensemble d'applications. On n'en a pas fini avec les paramètres. Quand on va ici dans la partie réseau, vous allez voir cette section-ci qui est nouvelle,
qui permet maintenant de voir l'état de son réseau, avec les propriétés et les consommations de données. Donc vous avez les consommations de données par type d'application, et vous avez aussi, si nécessaire, la possibilité d'entrer des limites de téléchargement si vous utilisez, je ne sais pas, une tablette ou un ordinateur portable avec une connexion 4G. Vous pouvez limiter par connexion, évidemment, hein, puisqu'ici vous pouvez choisir votre connexion. Donc si vous avez ici une connexion data, vous pouvez limiter la quantité de données téléchargées sur cette connexion data, comme vous feriez avec n'importe quelle tablette ou téléphone portable, ce qui est plutôt pratique. L'autre chose qui a été mise à jour aussi, c'est cette entrée-ci, donc langue. Donc quand vous faites accueil, heure et langue, vous voyez que la page a été complètement mise à jour de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair. Donc moi je suis en langue unique français, mais vous pouvez ajouter des langues. Vous avez la possibilité de chercher rapidement une langue. Quand vous en choisissez une, par exemple États-Unis, vous voyez ce qu'elle peut supporter ici. Donc c'est résumé. Donc vous voyez par exemple que l'anglais caraïbéen ne supporte pas la dictée vocale et la conversion en synthèse vocale, par exemple. Donc ça peut être sympa de voir les différences. Vous voyez ici, tout est résumé là. Et vous avez en plus ici un gros résumé de ce qui est sélectionné actuellement. Donc on voit que je suis en complètement français, à la fois pour mon clavier, pour ma voix, pour mes préférences régionales et tout ça. Voilà, donc ce panneau-là est beaucoup plus clair, il a été revu suite au retour des utilisateurs. Donc c'est intéressant puisque quand vous êtes insider ou quand vous échangez avec Microsoft, qui sont extrêmement à l'écoute des besoins des utilisateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas à quel point ils sont présents, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez prendre votre téléphone et appeler à des moments précis, en tout cas quand on vous le demande. Vous pouvez appeler pour donner votre retour sur Windows 10 et demander des améliorations. Vous avez le feedback hub qui vous permet de faire des retours. Alors malheureusement, moi je suis juste déçu que ces retours, s'ils sont mal notés, enfin si personne n'a noté pour ce retour-là, ils sont pas vraiment pris en compte, mais il y a énormément de communication qui est fait autour des fonctionnalités, autour des améliorations, et tout ça, ça transparaît dans ce type d'usage-là, ce type de panneau-là, où Microsoft revoit pour que ce soit plus simple pour tous les utilisateurs, et que ça aille dans leur sens. L'autre chose aussi où ils ont écouté les utilisateurs, c'est dans la partie optimisation de distribution. Vous pouvez ici aller dans les options avancées et mettre des bandes passantes. Donc si jamais Windows 10 a besoin de se mettre à jour et que vous avez des connexions qui sont perturbées en fait par le fait que ça se met à jour à n'importe quel moment, vous pouvez définir des bandes passantes absolues par exemple, en upload et en download, pour limiter la quantité de données qui va être téléchargée par votre machine, pour justement éviter de perturber votre utilisation du quotidien. Je rappelle aussi que Microsoft avait rendu possible la possibilité de décaler les mises à jour, donc vous pouvez suspendre les mises à jour, vous pouvez aussi choisir quand est-ce qu'elles se mettent à jour pour vous perturber en fait le moins possible, et dans les fonctionnalités avancées ici, vous pouvez vraiment interrompre les mises à jour pendant un certain temps. Il y a d'autres petites fonctionnalités qui existent comme côté appareil Bluetooth, la possibilité d'avoir Swift Pair, c'est une manière d'appairer rapidement un périphérique Bluetooth qui se trouve à proximité sans avoir besoin de rien faire. Par contre, moi j'ai pas de périphérique compatible, je pense que la liste des périphériques compatibles, actuellement les périphériques Swift Pair qui sont des Bluetooth Low Energy, donc vous voyez ici à quoi ça ressemble, vous avez ce petit pop-up qui apparaît pour vous dire que vous avez un périphérique, par exemple une souris Microsoft à proximité, vous cliquez dessus et ça s'ajoute tout seul. Le souci c'est que la liste des périphériques actuellement supportés, je crois qu'ils sont mis quelque part mais je sais pas où. Je me rappelle, c'est des produits Microsoft essentiellement. Ça suppose qu'ils supportent déjà Bluetooth Low Energy et qu'ils soient compatibles avec la fonctionnalité Swift Pair, et tous ne sont pas compatibles. J'en ai pas trouvé comme ça vite fait en cherchant. Peut-être que chez vous aurez un produit compatible Swift Pair, si c'est le cas, et je pense qu'à l'avenir ça va être de plus en plus le cas pour tous les produits Bluetooth. Et dès que vous activerez le Bluetooth de ce produit-là, votre machine vous permettra en un clic de le connecter au PC. Donc ça c'est plutôt sympa. L'autre chose aussi qui est sympa, c'est que pour ajouter un appareil, une caméra de sécurité, vous pouvez aller là, vous faites ajouter donc tout le reste ici, et normalement après une petite recherche, vous allez voir ici, j'ai mes 2 caméras de sécurité. Alors moi il se trouve que c'est des caméras chinoises qui implémentent mal le protocole OnVIF, qui est le protocole qui permet donc d'appairer des caméras de sécurité, enfin de faire fonctionner, d'échanger, de dialoguer avec des caméras de sécurité. Mais toutes les caméras OnVIF avec protocole RSTP, donc pour l'échange de flux de données, vous pouvez les appairer, juste en cliquant comme ça dessus, et elles vont s'ajouter dans Windows 10, vous pourrez les manipuler, donc c'est plutôt sympa. Par contre, évidemment, ça nécessite que la caméra utilise vraiment
une bonne implémentation du protocole, sinon ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est une avancée qui est assez intéressante pour pouvoir s'intégrer un petit peu avec de la domotique. Voilà, c'était ce que je pouvais vous partager concernant Windows 10 20.04. Des fonctionnalités, il y en a encore, peut-être pas à l'appel, mais il y en a encore beaucoup, mais je pense que c'est pas utile que je fasse le tour. Mais si ça vous intéresse, vous avez cet article officiel de chez Microsoft, qui est sur blogs.windows.com. Donc Brandon Leblanc, c'est en général celui qui signe tous les blog posts liés à la mise à jour, des mises à jour en tout cas importantes de Windows 10. Vous voyez ici que les builds sont assez figés en termes de version et tout ça. Vous avez là la build qui a été validée avec les fonctionnalités de la 20H1, donc celle que je vous ai montrée. Donc maintenant, si vous êtes intéressé dans le détail, vous irez sur cette page-là. Normalement, vous aurez aussi What's New version 20.04 qui apparaîtra dès qu'elle sera disponible, cette version-là. Donc Microsoft fait l'effort, heureusement, mais c'est pas le cas de tous les fournisseurs de logiciels. Hein. Ils font l'effort de documenter toutes les mises à jour qu'ils font. Donc vous trouverez ici tout ce dont je vous ai parlé et bien plus encore. Vous voyez, je vous ai pas parlé par exemple des supports avancés des Kaomoji qui existaient déjà de toute façon mais qui ont été étendus. Et vous voyez vraiment tout ce dont je vous ai parlé. Toutes les fonctionnalités sont ici, sont listées ici, donc vous pourrez les retrouver facilement. Donc là, vous avez un résumé en gros de tout ce que je vous ai montré en quelques secondes. Si jamais vous voulez dans le détail toutes les fonctionnalités en fait qui ont été ajoutées, c'est à cet endroit-là qu'il faudra aller. Enfin, je termine avec une dernière petite fonctionnalité super intéressante de Windows 10 qui va vous intéresser si jamais vous avez des gros problèmes avec Windows 10. Vous allez ici dans la partie mise à jour et sécurité, vous faites récupération, vous faites réinitialiser le PC, et si jamais vous avez besoin de réinitialiser complètement votre machine, plutôt que la réinstaller et être obligé de perdre du temps à essayer de vous faire un support d'installation de Windows 10 et tout ça, vous pouvez choisir soit de supprimer tout, soit de conserver vos fichiers. Moi je vais cliquer là, et ensuite Windows 10 vous propose une toute nouvelle fonctionnalité qui est le téléchargement dans le cloud. Donc soit vous remettez Windows 10 dans la version dans laquelle vous avez localement Windows 10, soit vous faites téléchargement dans le cloud, donc vous pouvez choisir ça. Si vous vous demandez la différence entre les deux solutions, elle est simple. À la fin, vous allez obtenir exactement la même installation. Donc vous allez être à la version courante de Windows 10 que vous avez déjà sur votre machine. La différence, c'est que quand vous faites une installation cloud, vous téléchargez la version de Windows 10 complète. Ça demande de la bande passante, mais ça va très très vite si vous avez un débit suffisant. Et ensuite, Windows s'installe tout simplement, par au-dessus d'une installation courante ou en remplacement complet. Par contre, si vous faites une installation locale, là, c'est beaucoup plus long parce que Windows 10 doit défaire tous les changements locaux pour revenir à sa version de base non modifiée par vous. Ça demande beaucoup de temps. Donc en fait, l'installation cloud, si vous avez une connexion internet qui suit le rythme, va aller beaucoup plus vite. Voilà, c'était donc ma vidéo sur Windows 10 20H1, ou la version nommée aussi 20.04, la May Update. Une version super intéressante qui apporte son lot de nouveautés. Malheureusement, je trouve que ça manque de cohérence toujours. Hein. On le voit entre autres dans les paramètres Windows. Il va falloir que Microsoft vraiment mette la gomme pour que ce soit le nouveau panneau de configuration, parce que là on est toujours dans un monde où on bascule de l'un à l'autre, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien que ce soit finalisé un jour pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose, et qu'on ait maintenant cette manière moderne de configurer ces machines, d'interagir avec ces machines, que ce soit homogène partout, et que ça fonctionne bien en mode tablette ou en mode PC fixe. Voilà, mais en tout cas ça va dans le bon sens, c'est toujours des améliorations qui sont intéressantes, des choses dont on peut rarement ensuite se passer une fois qu'on y a goûté. Donc moi je considère qu'à partir du moment où ça fonctionne comme ça, c'est que Microsoft va dans le bon sens, et dans le bien de l'utilisateur Windows 10. En tout cas c'est pas pour rien que c'est mon OS préféré, Windows 10. Je n'ai jamais aussi peu râlé depuis que je suis sous Windows 10, ça marche vraiment super bien. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Restez dans le coin si vous voulez d'autres vidéos autour de Windows 10, puisque je fais régulièrement des vidéos sur Windows 10 et sur le monde du PC. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!